Salut les amis, Super Evil Fred is in the house avec un nouvel épisode de Screen Obscura. Et si comme Christopher Walken vous avez toujours rêvé d'entrer dans la peau d'une guenon qui menstrue, plongez avec moi dans les méandres du projet Brainstorm. Brainstorm est un film de science-fiction réalisé en 1983 par Douglas Trumbull, un mec principalement connu comme superviseur des effets spéciaux sur des séries B nanardesques telles que 2001 l'Odyssée de l'espace, Rencontre du troisième type ou encore Blade Runner. Philippe! Je sais où tu te caches! Je déconne évidemment, mais c'est parce qu'on oublie trop souvent son travail de réalisateur sur les longs métrages Silent Running et Brainstorm, qui sans avoir été d'énormes succès critiques ou même rapporté la moindre moula, ont fortement influencé le genre, que ce soit thématiquement ou visuellement. De nombreux cinéastes n'hésitant pas à citer ouvertement ces deux films ou à proclamer l'impact considérable qu'ils ont eu sur leurs œuvres. Brainstorm, c'est l'histoire de deux scientifiques, interprétés par Louise Fletcher et Christopher Walken, qui ont mis au point un casque à bigoudi permettant d'enregistrer le flux sensoriel d'un individu sur des maxi-rouleaux de rubans de Noël pour les rediffuser dans la caboche d'un autre. Cette paire d'enfoirés de hippies croit avoir inventé une nouvelle forme de communication qui améliorera le sort de l'humanité. Les cons! Leur mécène, Cliff Robertson, lui, pense plutôt à l'industrie du divertissement, vous permettant de chevaucher des montagnes russes dans votre salon et de démonter des poupées de même nationalité dans la chambre à coucher. Yeah, baby, yeah! Mais comme d'hab, c'est l'armée qui a le nez creux, car il est évident qu'on tient là un outil de torture mentale encore plus éprouvant pour l'esprit humain qu'une compile de sketchs d'Anne Roumanoff. L'intrigue se corse quand Fletcher claque d'une crise cardiaque. Elle jouait avec sa santé. Elle avait fumé au moins 4 clopes depuis le début du film et enregistre sa traversée du Styx sur une VHS qui rentre. L'armée s'empare alors du projet et met la bande sous scellé. Walken doit alors empêcher le gouvernement d'utiliser son invention à des fins belliqueuses et récupérer la bande pour répondre à la question fondamentale qui hante l'humanité depuis des millénaires. Quel tarif pour un moule frite dans l'au-delà ? Alors, mettons tout de suite les choses au clair, Trumbull ce n'est pas le cinéaste le plus bombastique du game. Que ce soit Silent Running ou Brainstorm, les deux films ont un rythme assez pépère. On sent que le bonhomme est allé à l'école Kubrick et veut inscrire son œuvre dans la mouvance hard SF, ou SF dur en français. Et non, la SF dure ce ne sont pas les vidéos avec la princesse Léa que tu as vues sur YouJeans. C'est une sous-branche de la science-fiction caractérisée par une représentation de la technologie plausible et logique. Le réalisateur s'applique donc ici à explorer les implications du bidule inventé par ses personnages, qu'elles soient commerciales, militaires ou sociologiques. Et dans le tas, il y a vraiment des trucs intéressants. Mais le problème, c'est que ça ne va jamais très loin. Et on reste sur sa fin niveau philo, car en milieu de film, le scénario abandonne tout ça pour plonger dans le mystique New Age et nous mener à une séquence finale aux portes de la mort. Frustrant. Et je n'ai jamais cessé de penser que le métrage aurait bénéficié à intégrer une ou deux séquences d'action / suspense pour dynamiser son récit. Le climax du film, ici, c'est Christopher Walken qui infiltre des locaux surprotégés, truffés de militaires, par modem interposé à partir d'une cabine téléphonique située à des kilomètres. Vous êtes à des kilomètres de la cible? Et même si on peut être enthousiasmé par le caractère prophétique de la séquence tournée en 81, on est tout de même léger niveau sudation de la région subpelvienne. Mais alors, pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'être vu ce truc, espèce de gros enculé, me direz-vous? Eh bien d'abord parce que même si ça manque un peu de burn, ça reste un très bon divertissement. Deuxio parce que James Horner y a composé la meilleure musique de crise cardiaque de toute l'histoire du pacemaker. Et enfin parce que Gamin, c'est l'un des premiers films qui m'a fait réfléchir sur la fonction de la technique dans le récit cinématographique. Et cela avec une idée toute simple de mise en scène, jouer avec les ratios et les formats d'image pour signifier une bascule dans la réalité. De nos jours, moult sont les productions qui jonglent avec les ratios, mais c'est très souvent un parti pris un peu creux. Ici, au-delà de la simple recherche esthétique, le procédé trouve une justification dans son récit et l'impact est tout autre. Le cinéaste tourne donc toutes les scènes conventionnelles en 35 mm classique et les scènes d'enregistrement mental en Super Panavision 65 mm, permettant de grands angles impressionnants. Le film aurait pu être encore plus impressionnant si le metteur en scène avait pu imposer sa volonté d'en faire la vitrine technologique du Shawscan, un nouveau dispositif qu'il avait lui-même développé pour le studio MGM, permettant de capter 60 images par seconde sur de la pellicule 70 mm. Le projet fut malheureusement relégué au placard par le studio, les exploitants de salles de cinéma refusant d'investir dans du nouveau matériel de projection. Malgré tout, même en l'état, Brainstorm garde encore 40 ans plus tard toute son efficacité. Enfin,
si vous disposez d'un projecteur en tout cas. Car sur un téléviseur au format standard 1,85, l'expérience est tout autre. Le 1,66 se retrouve au centre de l'écran sur un timbre-poste, et les plans du Brainstorm en 2,35 occupent la totalité de l'écran, mais avec des bandes noires en haut et en bas, le bien connu format Letterboxd. Un mode de visionnage un peu bancal qui peine à retranscrire les intentions de la mise en scène, et qui ont participé au fil des années à faire sombrer le film dans un semi-oubli du genre. Triste fin pour un long métrage enfanté dans la douleur. En effet, durant le tournage, on découvre que l'actrice Natalie Wood, malgré son nom de famille, ne flotte pas super bien, celle-ci mourant par noyade lors d'un week-end de repos à proximité de l'île San Catalina. Cet événement a bien failli mettre un point final à la production. Le studio MGM UA, qui finançait le film, désirant annuler le tournage pour se faire rembourser les frais par l'assurance. Trumbull finira pourtant le film et le sortira 2 ans plus tard, mais au prix d'une bataille juridique avec le studio qui fera de lui un paria à la MGM. À sa mort en février 2022, Trumbull a essentiellement été célébré pour son rôle de technicien sur les films de ses pairs. Je pense malgré tout qu'il ne faut pas oublier le réalisateur, celui qui a été et qui a inspiré tant d'univers SF après lui. Celui qui aurait pu être si le destin n'avait pas fait obstacle à ses ambitions. Pendant ce temps, Uwe Boll continue d'extraire des étrons filmiques de sa cavité anale teutonne et Trumbull s'en est allé. Comme dirait John Wayne... Ah, monde de merde.